David Chapira, bonjour. Bonjour Claudine. Alors, comment allez-vous? Quelles sont les nouvelles? Bien écoutez, je pense que je ne suis pas le seul, mais nous espérons tous un accord prochain qui pourrait libérer les 100 otages, ceux qui sont vivants et ceux qui sont malheureusement morts, parce que cette affaire d'otages reste une plaie ouverte et béante depuis 14 mois, et il me semble que la société israélienne ne pourra pas se relever d'un tel traumatisme, du traumatisme que nous vivons depuis le 7 octobre 2023, sans qu'on puisse recevoir, accueillir nos otages qui sont toujours donc aux mains du Hamas. Et pas seulement. Il y a effectivement une peur, un syndrome, c'est le syndrome de Ron Arad, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce pilote qui a été fait prisonnier au sud Liban dans les années 85, il me semble, et qui est disparu, qui est mort, et dont on ne sait pas où se trouve sa sépulture, et qui a complètement disparu. Donc les familles des otages ont terriblement peur que ces otages disparaissent, qu'on ne les retrouve jamais. Et on serait à deux doigts d'un accord. En tous les cas, c'est ce qu'on entend de la part des Américains, ce qu'on entend de la part des Égyptiens, ce qu'on entend aussi de la part du Qatar. Le Hamas aurait assoupli ses positions au sujet de la fin de la guerre et d'autres conditions. Et il reste encore des points de divergence. Ça, c'est ce qu'on sait. Alors, lesquels? C'est sur la liste des terroristes qui doit être libérée, car vous savez que ces 100 otages vont nous coûter énormément. Et puis, il semblerait que Tsahal serait prêt de partir de la ligne de Philadelphie, donc c'est la frontière avec l'Égypte, et aussi de Netzarim, la ligne de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux, du nord au sud. En ce moment, ce qui est en train de se passer, là, on a vu récemment des photos d'un des derniers camps de réfugiés de Jebalia qui est en ruine. Ce que Tsahal a fait, c'est pour l'instant, je dirais, vider la population du nord, le tiers de la bande de Gaza au nord, et essayer d'éliminer les dernières poches terroristes du Hamas, car les combattants du Hamas se sont rassemblés justement à Jebalia pour mener un dernier combat. Donc ça va prendre encore 2 petites semaines, et ce qui reste de Jebalia, ce qui reste pas grand-chose, sera, je dirais, purifié, nettoyé des dernières poches terroristes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver la solution politique pour la suite, pour la bande de Gaza. Car le Hamas sait pertinemment qu'il ne pourra plus gouverner, régner dans la bande de Gaza. Voilà, on vient d'apprendre au moment où je vous parle que Tsahal a éliminé 3 terroristes du Hamas et on a blessé 6 qui tentaient justement de piller l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Maintenant, il faut savoir ce qui va se passer dans les 2 autres tiers de la bande de Gaza, donc dans le sud, pour savoir qui va gérer cela, parce qu'on ne peut pas laisser cela aux mains du Hamas, sinon c'est une victoire politique pour eux. Bien sûr. Alors revenons un petit peu, si vous voulez bien, sur le sort de ces otages, puisque nous savons qu'une partie est détenue effectivement par les forces du Hamas, mais également par d'autres factions terroristes comme le djihad islamique. Ce sont d'autres familles qui détiendraient normalement ces terroristes. Que savez-vous là-dessus? Alors on ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que le Hamas lui-même n'a pas, encore une fois, le contrôle sur toutes les familles qui détiennent les otages. Vous avez raison de le rappeler. Vous avez la faction du djihad islamique qui en détient. Puis vous avez aussi peut-être et probablement des familles privées, entre guillemets, de ce qu'on appelle des hamoulotes, c'est-à-dire des familles tribus qui détiennent aussi des otages, sachant que chaque otage vaut énormément, je dirais pas d'argent, parce qu'ils ont les propositions d'argent n'ont pas réussi, hein, les 5 millions de dollars que Netanyahou avait promis avec un transfert de la personne qui donnerait des informations. Ben ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Évidemment, on savait que ça ne marcherait pas. Hein. Les responsables du renseignement ont dit que c'était une proposition qui était irréaliste. Eh bien, pour l'instant, beaucoup d'otages sont dispersés. Et récemment, justement, le Hamas a demandé à rentrer dans la bande de Gaza pour essayer de faire le compte. Et il y a toutes sortes de listes qui circulent, mais ce sont des listes sur lesquelles il faut être très prudent. Ce qui est sûr aujourd'hui,
c'est que toutes les négociations autour de ces otages sont d'une discrétion extrême. Et comme l'a dit un des responsables, et Netanyahou l'a dit lui-même, moins on en parle et mieux on se portera. Et donc il y a, si vous voulez, un nuage, une omerta qui est posée, et à juste titre d'ailleurs. Je pense qu'il faut laisser faire les négociateurs, il faut éviter de faire circuler toutes sortes de ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news. On en a eu beaucoup ces derniers temps, notamment le retour des ossements d'Eli Cohen, notre espion à Damas. On a eu hier des rumeurs selon lesquelles Netanyahou avait voyagé en Égypte, il avait voyagé en Jordanie, il avait voyagé un peu partout, au Qatar. Tout compte fait, il était pendant plusieurs heures au Hermon pour peut-être prendre des décisions sur l'avenir de cette frontière face donc au nouveau régime qui s'installe en Syrie. Justement, parlons un petit peu de la Syrie. Quelle est la position d'Israël par rapport à cette guerre qui finalement, a priori, à première vue, serait totalement avantageuse pour Israël, puisque certaines factions des rebelles auraient déclaré « Nous sommes avec Israël ». Mais il y en a une seconde qui dit « Nous sommes là pour libérer Jérusalem ». Qui croire ? Alors, tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est la situation à la frontière. Tout d'abord, nous avons une population druze qui a carrément demandé qu'Israël annexe les territoires druzes. Absolument. Et ça serait, oui, c'est assez impressionnant. On a vu il y a 2-3 jours à la télévision israélienne des villageois qui amenaient des caisses d'armement à Tsahal, notamment beaucoup de grenades et notamment des grenades chimiques, c'est-à-dire beaucoup d'armes chimiques avec des gaz qui sont absolument nocifs évidemment. Des gaz très dangereux. Donc on a beaucoup de grenades et beaucoup de lance-grenades qui contient énormément d'armes chimiques. Ça c'est très très inquiétant. On a du mal à s'imaginer le nombre d'armements chimiques peut-être qui circulent encore. Ils avaient été utilisés pendant le régime d'Al-Assad. Oui, ils avaient été utilisés, vous avez raison. Oui. Assad s'en était servi, mais eux enfin, il y avait des caisses. Ça a été donné par les villageois. Je ne sais pas si c'était aux mains des rebelles ou ça appartenait à l'armée syrienne. Il faut croire que ça appartenait plus à l'armée syrienne. Et donc ces armes-là, qui sont des armes sales, on peut dire, si on peut catégoriser cela comme cela, voilà. Beaucoup d'armes chimiques, voilà, des grenades qui explosent et qui diffusent des gaz qui sont des gaz extrêmement toxiques. Alors, ça c'est ce qui se passe à la frontière. C'est-à-dire qu'à la frontière, les villageois semblent aspirer au calme et à la sérénité. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, nous n'avons pas encore de contact, peut-être qu'on en aura, avec le régime de cet homme El-Jolani qui s'installe au pouvoir et qui, lui, déjà, comme vous l'avez rappelé, a déclaré qu'il ne souhaitait pas de conflit avec Israël et que l'objectif n'était pas de lancer des attaques contre Israël. Bon, c'est déjà rassurant de savoir qu'une entité ne veut pas nous attaquer. C'est bien la première. Ceci dit, évidemment, vous avez raison de le souligner, il y a des factions diverses parmi ces djihadistes et on a entendu évidemment à la télévision d'autres déclarer qu'ils étaient sur le chemin d'Al-Aqsa, donc sur le chemin de Jérusalem. Alors, la politique d'Israël, c'est une politique d'extrême prudence. Israël continue jusqu'à hier d'ailleurs à bombarder des installations militaires syrienne parce qu'elle ne fait pas confiance pour l'instant au régime qui est en place. Et nous sommes un peu dans une attente, sachant que notre présence en haut, malheureusement, du Hermon ne sera pas éternelle. Et là, je vais peut-être décevoir tous ceux qui pensent que nous aurons une grande station de ski qui va s'élargir dans le Hermon. Je pense qu'il faut un petit peu redescendre dans la réalité. Nous avons été déjà condamnés évidemment par l'ONU, la France et d'autres pays pour notre présence face au djihad islamique sur le mont du Hermon. Je pense qu'Israël est dans une situation d'attente. Elle va continuer à détruire le peu de matériel militaire qui reste en Syrie pour ne pas qu'il tombe dans des mains qui ne seraient pas des mains souhaitées. Bien sûr. Et on va aussi voir surtout ce qui va se passer avec la Turquie, car la Turquie pense envahir l'est de la Syrie, là où se trouvent les Kurdes. Donc vous vous souvenez que quand même que ces djihadistes sont quand même armés, entraînés par les Turcs. La Turquie a des visées sur la Syrie.
La Syrie, comme frontière avec la Turquie, eh bien, est peuplée d'un peuple qu'on appelle les Kurdes, qui sont nos alliés, les alliés américains, tout à fait. mais qui sont les ennemis jurés des Turcs, de Erdogan. Et donc, il est fort à parier que la Turquie lance une attaque de grande envergure à l'est de la Syrie contre les Kurdes. Et dans ce cas-là, Israël s'impliquerait ou pas, à votre avis? Et ce serait difficile. D'abord, c'est à l'Amérique de s'impliquer. Connaissant l'Amérique, ils laisseront peut-être tomber les Kurdes parce que Trump n'a aucune envie de s'investir et de s'impliquer dans des conflits internationaux. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est justement de désarmer un petit peu cette région ainsi que l'Ukraine et la Russie. On s'attend aussi à des concessions ukrainiennes qui seront très douloureuses pour les Ukrainiens. Et non pas russes. Les Russes vont exiger les territoires qu'ils ont conquis, le Donbass et tout ce qu'ils ont conquis, donc encore une fois à l'est de l'Ukraine. Oui. Et l'Ukraine va être forcée, obligée de signer, à mon avis, un accord de paix ou de cessez-le-feu avec la Russie, en ayant perdu pas mal de territoires, mais l'Ukraine reste quand même un très très grand pays. Oui. Et Zelensky va se retrouver dans une situation politique assez difficile parce que c'est presque 2 ans et demi de guerre, presque 3 ans, avec des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de morts du côté ukrainien, beaucoup de blessés, une armée qui est fatiguée, une population qui est fatiguée de la guerre aussi, avec des infrastructures qui sont en partie endommagées, détruites, des coupures d'électricité, etc. Donc, l'Occident qui lâche, l'Europe n'est pas en mesure de lui fournir du matériel. Trump veut cesser la guerre. Les grandes déclarations de voilà. Trump va petit à petit assécher le matériel militaire, enfin les aides qu'il donne à l'Ukraine. Donc voilà, et Trump veut le 20 janvier déjà se débarrasser du problème moyen-oriental. Donc c'est pour ça qu'un accord avec le Hamas pourrait arriver. Et il y aura donc une période assez intéressante de 60 jours qui pourrait mener soit à la fin totale de la guerre, dans le cas où il y aurait une autre autorité qui remplacerait le Gaza et qui gérerait, Hamas, qui gérerait la bande de Gaza et la population à l'intérieur, soit un retour à la guerre, on ne sait pas. Vraiment, on est dans l'incertitude. En fait, vous vous rendez compte qu'en faisant un tour de la région, on n'a pas parlé du Sud-Liban aussi, où on attend toujours l'armée du Sud-Liban et son redéploiement. Bien sûr. Et on continue, nous, à éliminer des terroristes du Hezbollah qui essayent de revenir, qui essayent de se réarmer, qui essayent de tirer des roquettes. Et bien tout ça, nous sommes en fait plongés dans une grande incertitude. Peut-être qu'on y verra plus clair lorsque Trump accédera au pouvoir le 20 janvier prochain. Voilà, en attendant... c'est tout de même, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est tout de même incroyable de dépendre du président américain pour savoir ce qui va se passer chez nous. Alors, je veux bien comprendre que c'est notre allié principal, mais à un moment donné, n'est-ce pas à nous de prendre les vraies décisions? Oui, Claudine, c'est très facile de le dire. On a reçu 14 milliards cadeaux de dollars d'armement, de munitions et des Américains. Et si les Américains, maintenant, nous disent « ça suffit, stop », eh ben, je crois qu'il faudra arriver dans les 48 heures sonnantes à un accord parce que nous n'avons pas beaucoup de réserves, ni d'armement, ni de munitions. Donc, c'est bien de dire qu'il ne faut plus dépendre de l'Amérique. Oui, pour l'instant, on fait la guerre grâce à l'Amérique. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà, il ne me reste plus que une minute pour souhaiter une meilleure année civile 2025 à tous nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup, David. Alors, joyeuse fête de Hanouka pour nos amis juifs et bonne fête de Noël pour nos amis chrétiens aussi. Merci beaucoup, David. Ça tombe en même temps. Ça tombe en même temps. Shalom, shalom. Shalom, shalom.